batia Mourinho kotoyo bongo Mbappé tie wapi abetira wapi yango tekada futere bapesanga kotinga match oyo papa ngidi wa ibenga toyeba kakeka kote bofingi pe mingi okazi yango oyo boko tie Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, un magazine d'information générale sur la République démocratique du Congo. Nous sommes très heureux de vous savoir encore nombreux ce soir. Donc bonsoir à vous tous qui êtes dans la zone Europe, Asie, et bonjour à ceux qui sont du côté des États-Unis d'Amérique. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois pour un nouveau numéro de votre magazine HK Today. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, l'information, vous le savez d'abord, c'est le monde vient de célébrer la journée mondiale de la presse. Vous avez été nombreux à nous demander, est-ce que HK, vous pouvez parler de ces sujets? Est-ce que HK, quel est l'état des lieux de la liberté de la presse en RDC? Et je ne pouvais pas fuir ces sujets. Et je vous ai promis, je reviendrai avec les sujets. Et voilà, on est là pour en parler. Aujourd'hui, on va en parler toujours avec notre partenaire du Grand Journal, Eric Mwamba, qui est basé en Australie. Avec lui, nous allons partager ces sujets très importants pour vous. Encore, Monsieur Eric, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro pour aujourd'hui. Alors, Monsieur Eric Mwamba, nos internautes, téléspectateurs attendent beaucoup de ces sujets et nous sommes fiers encore une fois de vous avoir dans cette émission. Je rappelle que vous êtes ancien président du Forum africain des journalistes d'investigation. Vous êtes journaliste d'investigation. Le monde vient de célébrer la journée mondiale de la presse. Et aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, c'est le cas de la RDC. Il y a quelques jours, vous avez suivi des images qui ont fait les tours du monde, provoquées par les membres de la presse en RDC. Alors, nous allons prendre d'abord, c'est le cas de Paulette Kimontou, qui est journaliste, mais qui a, d'une manière ou d'une autre, choqué beaucoup de personnes. Certains se disent choqués, d'autres se disent satisfaits de la manière dont cette dame a pu faire son travail. Alors, quel est votre avis, d'abord, avant d'entrer dans les vifs du sujet, par rapport à cette question? Est-ce que vous avez été aussi au courant de la prestation de Paulette Kimontou, journaliste congolaise, puisque nous parlons de la liberté de la presse aujourd'hui? Bonjour HK, bonjour à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, qui fabriquent cette information, ces rendez-vous d'information avec nous, puisqu'on ne peut rien faire sans toutes ces masses de personnes qui nous suivent à travers le monde. Alors, ma première réaction, c'est d'abord une réaction de solidarité, de compassion à notre consoeur, Paulette Kimontou, que je connais, une dame des valeurs sur le plan professionnel, à qui j'ai fait un clin d'œil, puisqu'on n'a pas beaucoup de femmes très engagées, qui travaillent avec un niveau de professionnalisme élevé. Alors, je pense que la question de la liberté de la presse au Congo est prise avec un peu de légèreté. Donc, les journalistes, ils ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs et ils ont énormément de responsabilités au sein de la société. Dans le cas de Paulette Kimontou, ce qui s'est passé au cours de son émission avec son invité, il parlait d'une question très sensible, la question de la sécurité du pays, de nos populations de l'Est, et qui implique la responsabilité du président de la République en tant que garant du bon fonctionnement des institutions et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise.
Et alors, j'aimerais dire que c'est sa liberté en tant que journaliste, puisque la liberté de la presse ne s'use que quand on ne l'utilise pas, et de ce point de vue-là, c'est sa liberté. Mais j'aimerais dire que il faut faire très attention aux mots, puisque les mots ont des significations, et les mots parfois deviennent des flèches empoisonnées qui peuvent causer beaucoup de dégâts au sein de la société. Alors, j'aimerais comparer ce qui s'est passé avec Paulette Kimuntu, avec la situation d'une journaliste nigériane qui s'appelle Fioma Daniel, qui travaillait dans un quotidien qui s'appelle This Day au Nigeria, dans l'état de Zamfara et dans la ville de Kaduna. C'était en 2002, le Nigeria devait abriter le concours mondial de Miss Monde. Et cette jeune journaliste que j'ai rencontrée en Norvège, après à l'île Hamar, en Norvège, puisqu'elle s'est exilée, elle a, couvrant cette actualité, elle a écrit dans son article que les filles qui venaient participer au concours Miss Monde au Nigeria étaient tellement belles que si le prophète Mahomet était encore en vie, elle aurait choisi, elle n'aurait pas hésité de choisir son épouse parmi elles. Alors, vous voyez que c'est une phrase soft, c'est une phrase poétique, mais le journal était publié le lendemain matin. 2 heures seulement après, la ville de Kaduna était à feu et à sang, c'est-à-dire dans moins de 2 heures seulement, on a enregistré 250 morts. Il y a eu affrontement entre les musulmans et les chrétiens, les musulmans qui ont considéré que c'était des propos blasphématoires à l'égard du prophète. Et il y a eu des dégâts énormes, 250 morts, une partie de la ville incendiée avec tout ce qu'on peut imaginer comme des grands matériels du côté des entreprises, petites et moyennes entreprises, les usines. Le Nigeria est une puissance économique. Et par-dessus tout, le concours ne pouvait pas être organisé au Nigeria. Donc, à la suite de cet incident, le concours a été délocalisé à Londres avec ce qu'on peut imaginer comme évasion en termes de devises et en termes de retombées diplomatiques lorsqu'on organise ce genre d'événements dans un pays. Et pour finir, la fille a été condamnée à mort par fatwa, puisque les États nigérians sont des États fédérés qui ont leur propre politique. Donc, il fallait l'implication du président de la République, Olusegun Obasanjo, à l'époque, ainsi que le secrétaire général des Nations Unies en personne, pour organiser la fuite de la journaliste afin qu'elle puisse échapper à la mort. Et au moment où nous parlons, elle est en exil. Donc voilà, là où la liberté de la presse, là où les mots que nous utilisons en tant que journalistes peuvent révertir le caractère de flèches empoisonnées qui peuvent embraser toute une société. Alors là, je pense, si j'étais bien compris, si j'ai bien compris, Eric Mwamba, vous dites que Paulette Kimuntu a agi dans son métier et n'a pas trahi personne, elle n'a commis aucun péché, c'est ça? Elle a fait son travail en tant que journaliste, mais elle n'a pas fait attention aux mots qu'elle a employés. Donc, parce qu'elle a dit que le président de la République pouvait aller à l'Est, même s'il mourrait, le pays continuerait à vivre. Elle a fait des comparaisons avec Laurent Désiré Kabila, qui était assassiné, et le pays continue. Elle a comparé avec Idriss Déby qui venait de mourir, et vous avez bien vu que son invité, qui est un avocat, un homme de droit, a essayé de recadrer en disant que le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, c'est une personne à laquelle la nation doit faire attention, et on doit la considérer comme la prunelle des yeux, c'est l'expression qui ont été employées par son invité, et que s'il arrivait quelque chose au président de la République, cela pouvait embraser, mettre en question même la tranquillité, le fonctionnement normal des institutions. Et lorsqu'on parle de grands leaders de ce haut niveau-là, il y a des partisans, c'est-à-dire c'est le président de la République qui a des partisans, c'est-à-dire que
Même si du point de vue institutionnel, la liberté de la journaliste est garantie, mais il peut y avoir des dérapages, il peut y avoir des extrémistes qui incontrôlés, qui profitent de la situation pour régler des comptes à la journaliste. Et dans un pays comme la RDC où il y a des clivages politiques très prononcés, des clivages, je dirais donc même... il fallait extrêmement rester prudent par rapport à ça. Il faut rester prudent aux mots que nous utilisons en tant que journalistes, puisque les mots ont des significations et j'insiste que les mots peuvent révertir le caractère des flèches empoisonnées, et le cas du Nigeria, qui peut mettre... Imaginez-vous que rien qu'à cause de cette phrase, je dirais poétique, cette phrase soft, toute une ville, 250 personnes sont mortes en moins de 2 heures. Et toute une ville, la moitié de la ville a été brûlée et le pays a raté l'occasion de faire des chiffres d'affaires, de faire des devises à cause d'un événement à caractère planétaire qui a été délocalisé, tout simplement à cause de ces bouts de phrases. La journaliste a dit que le prophète Mahomet aurait choisi son épouse parmi ses filles qui venaient puisque elles étaient très belles. Mais imaginez comparer ces propos à une personne, à une journaliste qui dit que Félix Tshisekedi peut mourir, il n'y a pas de problème, le pays va continuer. Donc, les pays vont continuer, le soleil ne va pas s'arrêter. Merci beaucoup. Donc je pense qu'il faut, je soutiens la liberté de la presse, mais il faut faire attention à chaque mot. Nous, les journalistes, nous devons travailler comme des architectes, comme des maçons, lorsque vous construisez la maison, chaque brique, donc la dimension de chaque brique doit correspondre à la place où vous la mettez dans la construction de votre maison et vous devez être sûr. Vous voyez, HK, il y a des maisons, quand vous regardez, vous sentez que le mur n'est pas vraiment droit. Puisque tout simplement, il y a des briques qui n'ont pas été bien taillées. Donc, les mots doivent être utilisés à bon escient. Mais à cela ne tienne... je soutiens Paulette Kimontou, qui est... Puisque moi, je milite pour l'éclosion, il faut qu'il y ait beaucoup de femmes comme Paulette Kimontou qui travaillent avec beaucoup de détermination et au niveau du professionnalisme, mais il faut faire attention aux mots. Donc, on peut conclure que pour Paulette Kimontou, c'est une erreur professionnelle. Ce n'est pas une erreur professionnelle, c'est une imprudence, c'est un choix imprudent des mots. Ce n'est pas une erreur professionnelle, puisqu'elle n'a violé aucune loi, ni sur le plan de l'éthique, ni sur le plan déontologique. Puisque je rappelle à ceux qui nous suivent que moi, au niveau de l'organisme auquel j'appartiens, l'Organisation mondiale du journalisme d'investigation basée à Washington, Global Investigative Journalism Network, je suis chargé, je fais partie de l'équipe qui crée des normes journalistiques. Donc, sur le plan professionnel, elle n'a commis aucune faute, ni sur le plan éthique, ni sur le plan déontologique. Mais tout simplement, elle n'a pas fait attention aux mots qu'elle a employés. Ce n'est pas une faute, mais c'est quelque chose qui peut susciter la susceptibilité, la sensibilité, et qui peut provoquer de l'émotion, et ça peut pousser certains extrémistes à poser des actes. C'est ce qu'on voit dans les réseaux sociaux. Il y a eu un tollé, il y a eu une levée des boucliers avec des insultes. Des insultes de tout genre, oui. Et Paulette Kimontou a perdu son travail à Congo Web Television, ce qui n'est pas le cas avec la précarité dans laquelle les journalistes vivent déjà en République démocratique du Congo. Alors, merci beaucoup, Monsieur Eric Mwamba. Mais le deuxième cas qui a encore créé de l'indignation, disons-le, c'est celui de Pero Luara, qui a reçu une invitée sur son plateau. Alors, Pero Luara, ils ont parlé d'un homme politique congolais et il a reçu son épouse, entre guillemets, et dans cette émission, il y a eu beaucoup d'accusations. Et du coup, la vidéo fait le tour du monde et il y a des gens qui soutiennent Pero, qui est journaliste, qui a fait son travail. Il y a d'autres qui n'ont pas aimé la manière dont les débats a été conduit par Pero. Est-ce que vous avez un avis là-dessus?
Oui, peut-on parler de la liberté ou du libertinage? bon, j'ai suivi Perrault et j'ai regardé la vidéo de Perrault plusieurs fois afin de me faire ma propre opinion. Ouais. Et c'est un problème doctrinaire hein, au niveau de la presse, au niveau des médias. Il y a c'est un débat sur la vie privée des hommes publics, de ceux qui nous dirigent. Ont-ils la vie privée ou pas? Donc c'est un débat sempiternel au niveau des médias. Moi, je pense qu'il faut circonscrire, c'est-à-dire la vie privée ou publique des hommes politiques qui nous dirigent doit être circonscrite dans le cadre des objectifs poursuivis en tant que journalisme. Qu'est-ce que le journalisme poursuit comme objectif? Je ne suis pas d'accord avec la définition de la RDC, puisque en RDC, on définit la mission, le rôle du journaliste comme étant celui d'informer, de former et de divertir. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouve ça trop simpliste. Donc, moi, je considère que le journalisme est un instrument à la disposition de la population pour pousser les décideurs politiques à élaborer des politiques publiques et à prendre des réformes dans l'intérêt public, dans l'intérêt de l'amélioration des conditions de vie de la population en ce qui concerne la gestion des affaires publiques. Et cela nous amène à une notion qu'on appelle le devoir de redevabilité. Donc, si on comprend ça, on va maintenant se poser la question de savoir est-ce que dans quel cas de figure la vie privée peut intervenir dans la vie publique de ceux qui nous dirigent. Alors, si nous prenons le cas d'espèce, M. Noël Tchani, ancien candidat président de la République, a proposé récemment, présente une proposition de loi sur le verrouillage de la nationalité congolaise en ce qui concerne tous ceux qui prétendent à la présidentielle de la République démocratique du Congo. Maintenant, il est aussi l'auteur d'un plan Maréchal pour le développement de la RDC. Il se positionne comme expert en économie, en finance, et à ce titre, il prétend à diriger la Banque centrale du Congo. Alors, sa vie privée, avec son expertise, si jamais il était demain gouverneur de la Banque centrale, je ne vois pas personnellement les liens entre son expertise à diriger la Banque centrale de la RDC, à réformer les finances publiques, à aider le gouvernement à développer la RDC, créer des entreprises, créer des richesses, créer des emplois, etc. Personnellement, je ne vois pas le lien entre sa vie privée et son expertise en tant que telle. Je ne vois pas les liens. Deuxième chose, Perrault Louara, dans son introduction, il a bien mentionné que la dame ne voulait pas venir. Donc, c'est-à-dire que la dame est venue à l'insistance, à l'initiative du journaliste. Et on peut se poser la question de savoir quel est l'intérêt que le journaliste poursuit en amenant la femme dans un dossier tout à fait privé pour l'amener sur la place publique. Et puis plus tard, HK, on a vu un député provincial, Mike Mukebai, qui est venu sur le plateau 4 jours après pour le même sujet en disant que lui, il était le premier à révéler la vie privée de M. Noël Tchani. Et là, il se pose une question d'éthique. Une question d'éthique en tant que journaliste, puisqu'on sait que la proposition de Noël Tchani n'a pas été du coup d'un certain courant politique et économique, et ces journalistes, Perrault Louara et les députés nationaux provinciaux Mike Mukebai, appartiennent ou soit sont supposés appartenir au courant politique défavorable à la proposition de loi de Noël Tchani. Et là, je considère que c'est un coup, c'est une intrigue politique et non la liberté de la presse en tant que telle. Tout porte à croire que les journalistes semblent avoir été manipulés par des intérêts politiques ou économiques partisans. Et à ce titre-là, les journalistes manquent d'objectivité
et de neutralité. Donc, j'ai un dernier élément, peut-être avant de marquer une pause sur ces sujets. Non, avant de passer à une autre chose, je voudrais juste préciser un truc qu'un téléspectateur du Canada vient de nous préciser. C'est M. Justin Galamouloumé, écrivain de ses livres. Il dit que nous devrions corriger une chose. Paulette Kimontou n'a pas été chassée de son média Congo Web Télévision, mais elle a souhaité quitter d'elle-même, démissionner, et nous devrions signaler ça à nos téléspectateurs qui nous suivent. Je pense que c'est ça, vous êtes d'accord aussi avec lui? Je ne suis pas d'accord, puisqu'il y a des démissions, on vous pousse à démissionner, c'est-à-dire les conditions de vie, c'est-à-dire que lorsque les conditions de cohabitation, même sur le plan professionnel, sont totalement détériorées, on peut soit vous pousser à démissionner, vous contraindre à démissionner, ou soit on peut trouver un arrangement en disant non, écoutez, il faut partir en tant que grande personne, il faut partir par la grande porte, etc., pour que vous ne soyez pas humiliés. Donc moi, je ne dirais pas qu'elle a démissionné ou elle a été chassée. J'ai dit qu'elle a perdu son poste. Je préfère utiliser le terme perte de son poste au Congo Web Télévision plutôt que, parce que en tant que journaliste d'investigation, je n'ai pas mené mon enquête sur les conditions de départ de Paulette Kimontou, donc je préfère observer la prudence en disant qu'elle a perdu son emploi. Merci beaucoup. Je pense que là, En ce qui concerne le cas de Pero Louara avec l'épouse de Noël Chani, Pero Louara a commis une faute professionnelle grave, c'est-à-dire qu'il n'a pas utilisé les principes qu'on appelle en droit le principe du contradictoire, puisque les journalistes et les magistrats, les juges travaillent de la même manière, puisque nous sommes tous à la recherche de la manifestation de la vérité. Et dans le processus de la recherche de la manifestation de la vérité, il y a un principe cher en droit et en journalisme, c'est le principe du contradictoire. C'est-à-dire lorsqu'une personne est mise en cause avant la publication de l'information qui concerne cette personne, les journalistes ont l'obligation professionnelle de donner la parole à la personne mise en cause, et cela doit se faire avant l'émission ou avant la publication de l'article. Pero Louara ne l'a pas fait. Et pourtant, M. Noël Chani est un habitué de son plateau. Donc, Pero Louara ne nous a pas dit s'il a donné la possibilité à Noël Chani de présenter sa version des faits aux accusations graves qui sont portées contre lui par une personne qui se présente comme étant son épouse. Encore faudra-t-il avoir des preuves que c'est l'épouse de Noël Chani, puisque tout le long de l'émission, le journaliste n'a présenté aucune preuve qu'il s'agit bel et bien de l'épouse. Puisque qu'est-ce qu'un bon journaliste fait? Un bon journaliste fait trois choses. La première chose, c'est la présentation des faits. Deuxième chose, la vérification des faits. Et la véracité des faits, oui. Exactement. Et troisième chose, il apporte des preuves. Au cours de son émission, Pero Louara a présenté les faits, ne nous a pas montré un effort en tant que journaliste pour vérifier les faits et ne nous a présenté aucune preuve. Donc, on parle du mariage, on n'a pas présenté les certificats du mariage, on n'a pas présenté les photos du mariage, on n'a pas présenté des témoins qui appuient que effectivement je la connais, c'est la femme de Noël Chani. On n'a présenté aucune preuve et on n'a pas, les journalistes n'ont pas montré l'effort d'avoir approché Noël Chani pour lui donner la possibilité de présenter sa version des faits. Ça, ce sont des fautes graves. Fautes graves dans la profession, oui. Oui, et les autres personnes vont me répondre en parlant du droit de réponse, en disant que Noël Chani doit venir présenter... C'était ça ma question. C'était ça ma question. Est-ce que dans ces cas précis, si Noël Chani se sent frustré ou il sent qu'il y a eu beaucoup d'accusations sur ces plateaux sans lui, est-ce que aussi la profession nous recommande de donner le même temps d'antenne à la personne accusée, de pouvoir aussi présenter ses moyens de défense? C'est pas aussi possible comme ça si Pero le ferait? Les droits de réponse est corollaire
au principe du contradictoire, c'est-à-dire le droit de réponse ne doit pas être, on ne doit pas faire prévaloir du droit de réponse d'emblée. Ce qui vient d'emblée obligatoirement, c'est d'abord le principe du contradictoire, c'est-à-dire c'est de dire, Monsieur Noël Chani, j'ai reçu une dame qui dit être votre femme, qui dit que vous l'avez maltraitée, qui dit que vous accuse de X, Y, Z, qu'en dites-vous? C'est ça la démarche que le journaliste doit faire. Si maintenant, Noël Chani dit... Et surtout que Noël Chani est dans la même ville que Perrault, il est son invité habituel, je pense qu'ils sont en contact à tout moment. Je ne sais pas s'il a fourni cet effort de pouvoir les contacter et vérifier aussi les faits ou les propos tenus par son épouse, hein, entre guillemets. Même s'ils ne vivaient pas dans la même ville HK, lorsqu'il s'agit des accusations graves qui portent sur l'honorabilité de la personne, puisqu'il faut savoir que Noël Chani a construit son honneur pendant des années. Ce n'est pas aujourd'hui que Noël Chani a construit sa réputation, son honneur. Ce n'est pas aujourd'hui. Et vous savez que une œuvre comme ça peut être détruite en une seconde. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Maintenant, le droit des réponses. Quand est-ce qu'on peut parler du droit des réponses? On parle du droit des réponses lorsqu'on a d'abord donné la possibilité à la personne au nom du principe du contradictoire et que la personne n'a, puisqu'il y a des gens, quand vous leur donnez l'occasion comme ça, de se prononcer, présenter leur version des faits et dire non, bon, écoutez, je m'en fous, ils vous envoient vous promener. Alors, dans ces cas de figure, après l'émission, si cela était le cas, après l'émission, la personne a maintenant le droit de réponse. Mais le droit de réponse ne supplante pas le principe du contradictoire. Pourquoi? Tout simplement puisque s'il vient faire le droit de réponse, alors qu'on ne lui avait pas donné la possibilité de présenter sa version des faits après, et s'il s'avérait que les faits présentés par la femme sont faux, il n'y a pas moyen de réparer le préjudice, les torts causés à sa réputation. Et c'est dans ces cas-là on parle d'imputation dommageable. C'est-à-dire, le monsieur vient, il vous dit, bon, écoutez, il vous apporte toutes les preuves que la dame a menti, mais vous n'avez plus la possibilité de construire sa réputation. Puisqu'il y a des gens qui vont dire, non, non, il l'a fait, là, c'est juste, il est en train de se plaindre. C'est déjà parti, c'est déjà connu, consommé. Oui, c'est déjà consommé. Donc, à ce titre-là, je confirme que Perrault Louara a commis une faute grave sur le plan professionnel et il mérite d'être sanctionné. Et en tant que journaliste, il mérite d'être sanctionné sur le plan professionnel par le tribunal des pairs. Par exemple, à Kinshasa, il s'agit de l'Union nationale de la presse congolaise qui est une institution que personnellement je ne soutiens pas, tout simplement puisque l'UNPC est une émanation du imper-parti État. C'est-à-dire que c'est une corporation journalistique qui continue à fonctionner selon les méthodes du parti unique, puisque la constitution en vigueur actuellement en RDC, la constitution du 18 février 2006, garantit le pluralisme associatif. Et les journalistes congolais devaient créer plusieurs d'autres associations syndicales pour pouvoir non seulement protéger leurs intérêts, mais aussi juger les journalistes qui commettent des fautes professionnelles, comme c'est actuellement dans le cas de Perrault Louara, il a fait une faute professionnelle. Alors, merci beaucoup, monsieur Eric Mwamba. Donc, je pense que monsieur, notre ami qui avait posé la question sur Paulette Kimontou, vous avez, d'ailleurs, il est Justin Galamoulme, il est écrivain de ses livres Adoption du dossier médical électronique. En tout cas, merci d'être fidèle à ces programmes depuis le Canada. Merci à tous ceux qui sont déjà en train de nous suivre. Alors, monsieur Eric, nous revenons sur les dossiers. Vous avez suivi quand même la situation en RDC est un peu compliquée. Alors, revenons sur l'état des lieux de la liberté de la presse en RDC. Quel état des lieux? Je vous dirais que les GED, Journalistes en danger, a publié un rapport qui est tout à fait inquiétant. Et le GED s'inquiète qu'il y a eu pour seulement
pour seulement cette année, je dirais il y a eu pratiquement 228 cas d'atteinte à la liberté de la presse. Alors, quelle est votre appréciation, puisque la RDC s'est dit maintenant un pays d'état des droits, c'est un état des droits. Est-ce que ces chiffres vous inquiètent? Bon, moi, d'abord, j'ai un problème avec les prémices. C'est-à-dire, les prémices sont mal posées au Congo. C'est-à-dire, on réduit la liberté. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? 228 cas d'atteinte à la liberté de la presse. Oui, c'est-à-dire, on réduit la liberté de la presse à un seul facteur, c'est-à-dire les droits d'expression, l'expression verbale. Donc, les faits pour les personnes, les journalistes, d'aborder des sujets, de parler de n'importe quel sujet ou de n'importe quelle personnalité, ou soit la capacité des hommes politiques, de l'opposition, d'aborder, d'avoir accès aux médias, d'aborder des questions. La liberté de la presse en RDC est réduite à ces seuls facteurs, qui est un facteur très peu représentatif dans la construction de la liberté de la presse dans un pays. À partir de ces moments-là, moi j'ai un problème, c'est-à-dire que le problème est mal posé. C'est-à-dire que lorsque on présente les tableaux comme ça, tel que j'ai de la présenter, et puis positionne l'État comme les prédateurs de la liberté de la presse, alors même que la liberté de la presse n'existe pas au Congo, d'une manière générale. Donc la liberté de la presse n'existe pas. Pourquoi? Comment ça? Ouais. Allez-y, allez-y. Oui, tout simplement puisque il n'y a pas le statut du journaliste n'existe pas. La loi dit qu'un journaliste, toute personne qui fait le travail de collecte, de traitement et de diffusion d'informations et qui vit de ce travail-là, qui tire ses revenus de ce travail-là. Combien de journalistes vivent de la presse au Congo? Je n'en connais pas. Il n'y en a pas. À part les médias, puisque les médias appartiennent, je parle d'abord des médias traditionnels, puisque maintenant, aujourd'hui, il faut mettre les médias en deux blocs. Donc, les médias formels, les médias traditionnels, les journaux, les chaînes de télévision, les radios, d'un côté, et de l'autre côté, vous avez les médias de conversation, c'est-à-dire c'est tous ces foisonnements des plateformes sur les réseaux sociaux, etc. Alors, si je prends du côté des médias traditionnels, des médias formels, où vous avez des entrepreneurs des médias qui sont pour la plupart des hommes politiques. Soit ils sont des hommes politiques, soit ils sont des chefs religieux. C'est-à-dire, à ce niveau-là, déjà les journalistes... Mais la RTNC, c'est une chaîne publique qui a des contrats, qui a donné des contrats à certains journalistes et qui ne vivent que de ça. Je veux parler de la RTNC après, c'est-à-dire peut-être même commençons par la RTNC pour chuter par le privé. Donc, allons-y un peu rapidement puisque nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Oui, dans des pays de tradition, de vieilles traditions démocratiques comme les États-Unis, où je connais bien le principe, le gouvernement n'a pas le droit d'avoir des médias puisque vous ne pouvez pas utiliser l'argent des contribuables puisque les médias d'État fonctionnent avec l'argent des contribuables. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas prendre l'argent de la population pour influencer cette même population en diffusant des opinions à travers les médias d'État. C'est ainsi que La Voix de l'Amérique, qui est une chaîne de radio connue au Congo, qui appartient au gouvernement américain, ne met pas sur le territoire américain. C'est-à-dire les Américains vivant sur le territoire américain n'utilisent pas La Voix de l'Amérique, la VOA, pour s'informer. Tout simplement puisque le premier amendement de la Constitution américaine ne permet pas au gouvernement d'avoir des médias. Puisque la VOA est un organe de propagande du gouvernement américain à l'extérieur. C'est ainsi que, vous voyez, même en France aussi, vous avez tous ces médias, RFI, de TV5, Monde, etc., et bien d'autres qui appartiennent au ministère des Affaires étrangères de la France pour faire la propagande du gouvernement français à l'extérieur.
Ce ne sont pas des médias qui sont consommés par les Français. En RDC, vous avez la RTNC qui fonctionne avec l'argent des contribuables congolais, puisque c'est une institution publique, mais vous voyez les rapports, par exemple. C'est-à-dire que quelle est la capacité des citoyens congolais à s'exprimer à travers la RTNC? Elle est nulle. Parce qu'il faut aussi évaluer la liberté d'expression, la liberté de la presse, par la capacité de la RTNC à donner la parole aux Congolais pour qu'ils puissent s'exprimer sur les politiques publiques, qu'ils puissent engager des débats sur les réformes, comme j'ai dit en amont, afin de faire avancer l'amélioration des politiques publiques et l'amélioration des conditions de vie au sein de communautés. La RTNC ne le fait pas. La RTNC est un organe de propagande aussi du gouvernement congolais à l'égard de la population, c'est qu'il y a une faute aussi sur le plan légal, sur le plan de loi, c'est une faute aussi. Mais non, dans le secteur privé, vous avez tous ces médias qui appartiennent aux hommes politiques, qui appartiennent aux chefs religieux, qui mettent en cause l'indépendance éditoriale. C'est-à-dire un journaliste d'un média congolais n'est pas libre de décider. Il n'est pas libre de décider sur quoi parler, prononcer dans un média, quoi écrire, puisque il est suivi, il est poursuivi. Au cas contraire, il est chassé à la minute. Ils n'ont même pas de contrat, vous savez. Ils n'ont pas de. Quand j'ai parlé du statut de journaliste, c'est-à-dire il n'y a pas de contrat de travail, il n'y a pas de convention collective, il n'y a pas d'assurance de toutes sortes, assurance médicale, transport, etc. Il n'y a rien. C'est-à-dire que le journaliste n'est même pas engagé sur le plan du droit. Pas de congé même, oui. Oui, du droit du travail. À partir de ce moment-là, on ne peut pas parler de la liberté de la presse. Il y a quelque chose qu'on appelle en anglais FIL, c'est-à-dire Freedom of Information Law, les lois sur la liberté de la presse qui permettent aux journalistes de demander des informations auprès des institutions publiques et de les obtenir. Cette loi n'existe pas en RDC. Et la plupart des médias privés, leurs contenus sont constitués de copier-coller, c'est-à-dire ils se nourrissent de ce que les informations diffusées par RFI, par Jeune Afrique, par Agence France Presse, ainsi de suite. Alors que dans les informations quittent d'abord le Congo, c'est-à-dire vous avez les autorités congolaises, par exemple, qui ne donnent pas des interviews aux médias congolais, c'est-à-dire les interviews sont importées. Donc les interviews... ça quitte la RDC, ça va d'abord ailleurs, et ça retourne pour être exploité. Oui, exactement, c'est de la même manière que les minéraux. Donc ça quitte les ressources naturelles, ça quitte le pays, ça va d'abord à l'extérieur, par la force des multinationales ou des médias internationaux avant d'être copiés-collés et plaqués dans les médias de la RDC, alors que nous ne poursuivons pas les mêmes objectifs. Les médias étrangers n'ont pas le même agenda que les peuples congolais qui poursuivent par exemple la recherche de la paix, la stabilité, le développement, la création d'emplois, la création des entreprises, le renforcement du produit intérieur brut, l'amélioration de l'éducation, l'amélioration des soins de santé, l'amélioration des infrastructures. Nous avons des problèmes autres que le problème des médias internationaux qui viennent. Pourtant, quand vous regardez 90% des contenus des médias congolais, c'est du copier-coller dans les médias. Et à partir de ce moment-là, j'aide en erreur de nous présenter 228 cas comme étant des cas de violation. Ce que j'aide aurait pu faire, c'est d'abord commencer par penser à réfléchir au modèle économique, de réfléchir au statut des journalistes, réfléchir aux lois sur l'accès à l'information, réfléchir sur les modèles économiques pour la viabilité des médias et pousser les décideurs congolais à donner les interviews aux journalistes congolais et non aux journalistes étrangers pour que ça soit... C'est ça la véritable liberté. Ça, c'est vraiment une réalité. C'est vraiment une réalité. Merci beaucoup, monsieur Eric Mwamba. Alors, pour terminer avec cette émission, peut-être quelques mots en guise de conclusion. Que diriez-vous par rapport à la journée mondiale de la liberté de la presse que nous célébrons toujours tous ces mois? Alors, vous avez la parole pour peut-être votre conclusion. Nous sommes arrivés à la fin. Bon, moi, je dirais qu'il faut que les journalistes congolais, les acteurs des médias, tout simplement, se mettent ensemble pour qu'ensemble, nous puissions réfléchir. Je ne soutiens pas les états généraux de
de la presse, puisque là, j'apprends que le nouveau ministre, qui est un ancien journaliste, est en train de préparer les états généraux de la presse. Les états généraux de la presse auront pour objet de voler l'argent de l'État, c'est-à-dire de prendre l'argent, 2 millions de dollars, autant de millions de dollars, d'organiser un forum dont les résolutions seront jetées dans la poubelle et après, il n'y aura rien. Donc, on n'a pas besoin des états généraux de la presse puisqu'on connaît déjà les maux dont souffre la presse. Les diagnostics ont déjà été faits, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, il faut carrément passer à l'action. Il faut carrément passer à l'action et prendre des mesures. Il faut prendre des mesures et le ministère de la Communication et des médias doit cesser d'être le secrétaire, le petit secrétaire du gouvernement. Le ministre des médias et des communications n'est pas le secrétaire du gouvernement. Son rôle, d'ailleurs, moi, je proposerai au président de la République de confier le rôle du porte-parole du gouvernement à un autre ministre et non au ministre des médias. Le ministre des médias doit s'occuper de faire des réformes, de penser comment il faut réformer, comment il faut viabiliser les entreprises de presse. La presse est un secteur économique. Les médias, il faut voir le nombre de jeunes qui sont dans les départements de communication, les facultés de communication, que ce soit à l'IFASIC et dans les différentes universités. Donc, il faut créer, viabiliser les entreprises de presse, créer des emplois pour les jeunes Congolais, les jeunes Congolais, créer des chiffres d'affaires, faire du secteur de la communication et des médias un secteur économique viable et non prendre quelqu'un qui parle bien et puis chaque vendredi, il va faire le compte rendu du gouvernement. Ce n'est pas le rôle des ministres de la communication. Merci beaucoup, Monsieur Eric Mwamba. C'était très intéressant de vous écouter aujourd'hui. Chers amis, vous avez suivi quand même quelques réflexions sur ces sujets aujourd'hui, puisque le monde entier célèbre la journée mondiale de la presse, de la liberté de la presse. Et c'était aussi le cas pour nous. Vous avez été nombreux à nous demander de parler de ces sujets. Et voilà, nous l'avons fait. Merci d'avoir été nombreux à nous écouter. Si vous avez des propositions... Excuse-moi, j'aimerais quand même demander à tous ceux qui nous suivent d'aller sur les sites du Grand Journal. Oui, vous avez publié quelque chose là-dessus. On a publié un grand article de réflexion sur les règles professionnelles en profitant de l'émission de Perrault Loire que nous avons intitulée Affaire Noël Chani et son épouse, journalisme, coup de com raté ou intrigue politique. Voilà, donc merci beaucoup. C'est www.grandjournalcd.cd. .com. Non. www.grandjournalcd.com. Je m'excuse. www.grandjournalcd.com. Donc vous allez trouver tous les articles d'investigation. Alors avec monsieur Eric Mwamba qui est l'éditeur de ce journal. Merci chers amis à tous d'avoir été avec nous. Et alors, merci beaucoup, monsieur Eric. Et je pense que nous reviendrons à vous à tout moment, comme c'est les partenariats avec les grands journaux. Donc, et à tout moment, nous serons toujours ensemble pour analyser les différentes situations en République démocratique du Congo. Alors, chers amis, je pense à la fin. Merci d'avoir été avec nous pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des sujets à nous proposer pour débattre, en tout cas, nous serons très reconnaissants à recevoir toutes vos propositions sur ces sujets. Nous reviendrons demain avec les sujets sur l'état des sièges et d'autres détails. Peut-être M. Eric, s'il sera encore disponible, on pourra discuter de ces sujets ensemble. Pourquoi pas analyser toute cette situation par rapport aux récentes décisions prises par le chef de l'État. Alors, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Au revoir. Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tia Mourinho kotoyo. Bongo Mbappé uche wapi? Abetira wapi? Yango tika da foutere. Apesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga toyebaka biloko te. Bofingi pe mingi. Okazi yango oyo boko te. Yomoko koche, yomoko, yomoko, yomoko koche,
Bon marqué? G de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.